avec des petits wagonnets, comme il y a au carrefour de Messuran. Dans les silos. Vous connaissez avec Messuran, Ah les ouais. petits wagonnets Je qui sais plus étaient là. comment c'est les Il y avait des concasseurs. petites locomotives qui Et étaient pas ouais, très on grandes allait parce qu'il fallait passer dans les ils avaient galeries. cassé les marches pour Et pas ça qu'on puisse traînait, monter. Ouais, ça il y allait traînait, que- comment je veux dire, tous les petits wagonnets comme ça. Et après, les wagonnets, c'était transporté Ils dans des faisaient des camions processions qui partaient de la statue de Vallière de Mutrécy et ils allaient jusqu'à l'église. Voilà. Ça, Des ça petits fait quand wagonnets même comme ça. Mon père, il était chargeur. Je parle de mon père parce que Mutrécy. il y avait plein d'autres. Hein. Mon père à la mine, il était chargeur. Il en chargeait 40 par jour. Franchement, c'est là où t'avais À la raison de un wagonnet, ça fait 1 tonne. Chargé à la peine. 40 tonnes. Je pars d'une observation. Je ne C'était connais le pas les histoires que l'on raconte sur les lieux où j'ai grandi. Non, mais t'es pas seul. Hein. Il y a pourtant des lieux remarquables dans lesquels j'ai joué et dans lesquels j'ai inventé mes propres histoires. Je vais vous dresser rapidement le portrait de ces lieux. Près de chez moi, il y a l'Orne qui coule. Elle prend sa source assez loin, près de la forêt des Couves. Elle traverse du sud au nord la région de l'Orne et celle du Calvados, puis elle s'en va se déverser dans la mer, au niveau d'Ouistreham. Vous vous doutez qu'elle a façonné le paysage. Elle a creusé la roche, mais aussi permis d'aplanir le relief sur ses bords. Et ça, c'est important, parce que ça a permis de construire les voies de chemin de fer tout du long, sans avoir à creuser trop de tunnels, sans avoir à remblayer trop de pentes. Elle a influencé l'activité industrielle de la région, et en soi, toutes les autres activités sont impactées par cette étendue d'eau qui coupe tout en deux. En plus de cette entité liquide, qui façonne les paysages comme les humains, il y a la présence de minerais de fer dans le sol. Sa découverte a conduit à l'exploitation minière du territoire. Monsieur Gomez a grandi à Mets-sur-Orne et son père travaillait dans la mine. C'est le maire de Mets-sur-Orne qui s'appelait à l'époque Monsieur Cholet, qui en plantant des pommiers dans un champ a trouvé de la terre rouge. Et il a dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est bizarre. Il a fait venir des géologues, il a dit bah, c'est du minerai. Et c'est là-dessus que la mine de Mai a été ouverte. Et ça c'était en 1800, j'ai plus la date, mais ça doit être en 1884, je crois, un truc comme ça. Et bah, ils ont exploité, donc ils ont fait la mine qui était à Sur-Messurande, ils ont fait des puits et tout ce qui s'ensuit, ils ont extrait du minerai de fer. Mais les trains, la gare qui est au pont de la mine, là-bas il y avait une gare, et les trains arrivaient jusque-là, avec des arbelles, et c'était tout le minerai de fer là-dedans, et ça s'en allait à la SMN, et ils faisaient du fil de fer là. Arrêtée en 1968, l'exploitation a laissé des traces. Ruines démesurées des concasseurs, silos immenses, forme indéfinie de béton rugueux, grottes murées, anciennes cabines de contrôle. Et je peux vous dire que ces traces sont bien mystérieuses pour les enfants qui jouent dans ces lieux. Chapitre 1. Je cherche des histoires situées. Il y a la route principale de la voie verte et il y a une route un peu parallèle où c'est plus un chemin en fait, c'est pas bétonné et tout ça. Et on est allé là parce que c'était sur cette route là qu'on pouvait rejoindre un endroit où on faisait un peu du cross en gros avec le vélo quoi. Des cabrioles. Ferdinand et Titouan, qui ont grandi à Clinchamp-sur-Orne. Et en fait si tu continuais, à un moment t'arrivais à côté d'une maison abandonnée tu vois. Où il y a même une balançoire. Et donc on y est allé et tout, et puis on est rentré dedans, puis c'était un peu glauque, tu vois. Il y avait un matelas. Puis là on a entendu du bruit, tu vois. On a passé la quatrième, hein. On a pris nos vélos et puis on s'est barré. Après on s'imaginait qu'il y avait quelqu'un qui nous coursait, tu vois. D'être dans la campagne et tout ça, on pouvait aller où on voulait. On avait des forêts, des champs et tout ça, donc on pouvait s'amuser. On sortait beaucoup, quoi. Plus qu'on était à l'intérieur. On faisait des potions aussi dans des cabanes. On se retrouvait toujours à un endroit spécifique à la voie verte. Discret, isolé. Ouais, on savait qu'on n'allait pas se faire déranger. Des trucs où on pouvait se planquer, on s'imaginait qu'on se faisait poursuivre, des trucs dans le genre quoi. Ah si, dans les endroits où on allait, on a été aussi dans les silos. Ah ouais. Je sais plus comment, non, c'est les concasseurs. C'est vrai. On a toujours appelé ça des silos. Ouais, mais Ouais, c'est on les a toujours appelé concasseurs. ça des silos, ça. Et ouais, on allait escalader, où ils avaient cassé les marches pour pas qu'on puisse monter, mais Ouais. on y allait quand même. On escaladait. Mais le jour où on a trouvé la passerelle, en fait, c'était devenu plus simple.
Ah, c'était sympa. C'est sympa, t'as une belle vue. Franchement, c'est là où t'avais la meilleure vue. Ouais. Le récit qui suit est celui d'Aria, qui a elle aussi grandi dans un village voisin. Pour m'évader de mon quotidien, j'ai pris l'habitude, dès le début de mon adolescence, de m'aventurer dans la campagne qui entourait mon village. Je n'avais qu'à emprunter un sentier boisé et me laisser guider par une ligne de chemin de fer désaffectée, fleurie de ronces et de végétation. Les objets, les photographies et autres objets de mémoire sont conservés dans des petits musées. Mais sur ces chantiers, sur les lieux d'origine, il ne reste que des murs parsemés de trous, des escaliers détruits par le temps et des plaques de fer dévorées par la rouille. Le chant du vent a remplacé le hurlement des machines. Les mineurs ont laissé la place à la végétation, qui travaille jour après jour pour ne faire plus qu'un avec les ruines. Selon la météo, les saisons et mon inspiration, l'atmosphère de ces vestiges changeait. D'apaisante à curieuse, elle pouvait devenir froide et austère. Chaque balade dans ces lieux avait un goût et des aventures différentes à raconter. Même si je savais que ces constructions et leurs dépendances ont eu un vécu avant moi, les imaginer en pleine activité et effervescence est difficile. La mine et la voie de chemin de fer, comme j'aime à les appeler, restent et resteront les lieux de mes premières aventures. Assurément, il y avait des trésors cachés dans le sol de ces vastes terrains de jeu. Il y avait des fantômes dans leurs ruines. Des histoires, j'en ai plusieurs qu'on se racontait quand on était enfant. Le problème, c'est qu'on est les seuls à les connaître. Moi, mes amis, mon frère. Ce ne sont pas des légendes qu'on nous a racontées, transmises par nos parents ou des voisins qui auraient eux aussi grandi ici. Et c'est pourtant ce que je cherche. Ça, c'était le premier problème. Comment alors trouver des histoires, transmises oralement et partagées par les gens des environs ? J'ai été interroger différentes personnes des villages alentours, à Clinchamp-sur-Orne, à Lez-la-Ville, à Metz-sur-Orne, à Fontaine-Marmion, et je me suis confrontée à un second problème. Des histoires. Allez voir dans les livres. Les personnes que je rencontrais me renvoyaient à des ouvrages qui leur paraissaient plus intéressants que leurs propres paroles. Il existe effectivement de la littérature normande, des recherches historiques, mais aussi des récits légendaires qui sont liés à différentes communes. Pour les récits légendaires, on les retrouve souvent sous le nom de légendes de Normandie, contes merveilleux normands, ou encore récits et contes populaires de Normandie. J'ai d'abord cherché dans ces recueils et épluché les bibliothèques familiales. On ne parle plus des fées aujourd'hui, mais on en parlait beaucoup dans ma jeunesse. On ne les voyait pas souvent, mais on les entendait chanter et causer entre elles. On les voyait aussi, mais généralement de loin, laver leur linge dans le ruisseau de la vallée du Bilan. Seulement, c'était la nuit, au clair de la lune. Et le jour, qu'est-ce qu'elle devenait ? Je n'en sais rien, mais il y a sous les falaises des houles qu'on appelle les trous de fées, et sur les falaises des endroits qu'on appelle les jardins des fées. Mais les grottes des fées sont bien petites. Les fées étaient en effet toutes petites à ce que l'on disait, et il y avait parmi elles des hommes et des femmes. Parfois, elles se servaient des chevaux pour faire des courses. Alors, comme les fées sont des êtres très petits, elles montaient sur le cou et non sur la selle des chevaux, et se faisaient des étriers de leurs crins, qu'on trouvait singulièrement emmêlés. Quelquefois, en entrant dans l'écurie le matin, on voyait les chevaux harassés, mais tout était parfaitement en ordre. Les fées étaient très soigneuses. On assure pourtant que les fées étaient très méchantes, dit une voix. Méchantes, non, mais quand elles avaient demandé des choses raisonnables, si par mauvaise volonté on ne voulait pas les leur accorder, elles punissaient parfois ces gens peu obligeants. Il y a au pied de la falaise une fontaine qu'on appelle la fontaine aux fées. Un méchant garçon s'amusa un jour à y porter des ordures, si bien que l'eau était trouble et puante. Puis, il se cacha pour voir ce que diraient les fées. Une fée arriva bientôt, et voyant l'eau infectée, elle poussa un cri de colère. D'autres fées accoururent, probablement car il ne vit rien, mais il entendit une voix fine qui disait « À celui qui a troublé notre eau, que souhaitez-vous, ma sœur ? Qu'il devienne bègue et ne puisse articuler un mot. Et vous, ma sœur ? Qu'il marche toujours la bouche ouverte et gobe les mouches au passage. » Il alla bien vite retirer les ordures,
Il arrangea joliment la fontaine et demanda pardon aux fées. Les fées lui pardonnèrent, pas tout de suite pourtant. Peut-on dire que c'est de la méchanceté, cela ? Cette petite histoire est un extrait des Fées, écrit par un certain Monsieur Fleury. C'est ce genre d'histoire que l'on trouve dans les recueils. Ce sont des récits qui ont été écrits assez tardivement, au XIXe siècle. Ils sont parfois issus d'un savoir ancien, et il a semblé nécessaire de les écrire pour ne pas qu'ils s'oublient. Parfois aussi, ce sont des inventions de leurs auteurs, et qui tentent d'ailleurs à brouiller les pistes sur leur provenance et leur ancienneté. Le ton de l'écriture est alors très littéraire, bien éloigné de ce que pouvaient être les histoires populaires. Mais surtout, ils avaient trait à des lieux précis, éparpillés partout en Normandie. La brèche au diable, la forêt de Bretonne, le carrefour aux fées de Saint-Paër, la vengeance de la fée de Carouge, les sabbats du Marais du Bessin, et ceux de la Suisse normande, la Dame blanche de la Lande de l'Essai. C'était un champ de recherche trop large. Par contre, il mettait en scène des motifs récurrents de fées, de gobelins, d'hommes et de femmes qui courent le varou, de sources magiques, de dames blanches ou encore de sorciers et de sorcières. Je me suis confrontée à un troisième problème. Les seules histoires que l'on peut me raconter ont trait à des événements historiques ou des récits de vie. La maison au coin de la rue a été complètement rasée par les bombardements. Guillaume le Conquérant aurait traversé la rivière à ce village de Vieux-la-Romaine de l'autre côté. Quand j'étais plus petit, il y avait le train qui passait en bas de la rue. Pas de légende, pas d'incertitude, seulement des faits historiques. Et encore une fois, on me renvoie aux livres et aux recherches universitaires. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on raconte, parce que ça évolue, que ça se transforme de mémoire en mémoire, et surtout que ça relie les habitants d'un même territoire. Territoire. Espace approprié par ses habitants parce qu'ils en parlent, le définissent et se racontent des histoires à son sujet. Il est limité par la parole et la mémoire des habitants, souvent de façon floue. Mais alors, qui raconte ces histoires que je cherche ? Et est-ce que par hasard d'autres personnes auraient entamé avant moi ce travail ? J'ai décidé d'aller questionner des personnes qui se seraient intéressées avant moi au répertoire traditionnel pour qu'elles me guident dans cette quête. Je cherche des histoires situées, réalisées par Capucine Gauthier. Je remercie Monsieur Gomez, Monsieur et Madame Doigt, Ferdinand et Titouan, Jean-Jacques, Monsieur Steinmetz, Madame Van Reich, Claire Garrigue, Marie Lemoine, Yvon Davy pour leurs témoignages. Je remercie aussi Patricia pour les voix additionnelles. Merci à Thierry qui jouait du hangpan au bord de l'Orne, à Bénédicte pour le jingle. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, fourni des références et aiguillé dans mes recherches. Eliane, Margot, Yves-Marie, René, Christiane, Monique, Madame Moulin, Catherine, l'association Lalour. Ce podcast s'inscrit dans un parcours de 3 épisodes. La suite, chapitre 2, je m'entoure de collecteurs.